Dans l'actualité de ce jeudi 23 août, Olivier Fonteline n'a pas survécu à ses blessures. Le quadragénaire avait été retrouvé, ligoté et bâillonné dimanche à son domicile au Gros-Morne, quartier Glotin. Famille et riverains sont sous le choc. Le SAMU de Martinique, parmi les derniers du classement publié hier par l'hebdomadaire Le Point. Selon leurs chiffres, une fois sur trois, quand on appelle le 15 chez nous, ça ne décroche pas des résultats nuancés par les équipes du SAMU Martinique. La cathédrale Saint-Louis fête son saint patron. Pour l'occasion, la bâtisse classée monument historique a livré ses secrets aux visiteurs lors de cette unique journée porte ouverte. Enfin, sans grande surprise en football, le club franciscain et le Golden Lion sont les finalistes du trophée Yvon Ludbert. Le rendez-vous, c'est demain soir 20h au stade Georges Gracian au Lamentin pour connaître le nom du vainqueur de cette 21e édition. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Olivier Fonteline n'a pas survécu. Ce quadragénaire est décédé à l'hôpital Pierre Zobda Kidman des suites de ses blessures. Dimanche, quartier Glotin au Gros-Morne, l'homme est retrouvé à son domicile bâillonné et ligoté. Selon les premiers constats, la victime aurait été rouée de coups au niveau de la tête. Une agression fatale qui suscite une très vive émotion dans le quartier. José Lechertier. C'est dans cette maison que vivait Olivier Fonteline. Ici, quartier Glotin, tout le monde se connaît. Ce voisin de la victime ne comprend pas. Olivier était un homme apprécié de tous. Comment sur le message là, il dit moi ça, moi j'étais stupéfait. Pour moi ça Olivier a tout le temps il boit avec moi, il a venu, nous avons parlé, nous avons parlé de tout mécanique, tout ça, nous avons fait tout ça qu'il y a à faire. Et puis là il dit moi ça là et puis ça m'a fait un coup. Aussi Olivier c'était aussi qui est mes camarades parce que chaque fois le 22 mai Glotin c'est plein monde, tout le monde était là, d'autres communes qui viennent, nous avons mis nous ensemble le 22 mai. Mon peut dire pas ça, c'était Olivier, c'était un bouquet en zaffaï. Au cimetière du Bourg, la famille d'Olivier s'affaire aux préparatifs des funérailles. Sa sœur est inconsolable, elle garde le souvenir d'un frère amoureux de la vie. Olivier avait une philosophie de vie qui était sa liberté. Sa liberté dans la nature, sa liberté chez lui, sa liberté dans ses actions. Et sa liberté pour tout. Et c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, quelqu'un qui était généreux, intègre. Aujourd'hui, pour les proches d'Olivier, difficile d'entamer le deuil alors que le ou les auteurs présumés des faits courent toujours et que les circonstances de l'agression restent floues. Nous ne savons pas et nous souhaitons savoir ce qui s'est passé. C'était pas un gars qui bougeait chez les gens, c'était un gars chez lui, invitait les amis, un beau gars, tout le monde quoi. Voilà, c'était la vie d'Olivier. Ce n'était pas un règlement de compte de moto, parce qu'Olivier avait une petite moto Oui, comme dit ma tante, de non, effectivement, la moto a été volée. Mais ce n'était pas une moto qui pouvait vraiment attirer les regards. Olivier n'était pas dans ça. Olivier était d'une simplicité, mais vraiment qu'on ne pourrait pas décrire. Donc il n'y a pas de règlement de compte. Respectez cela. Quand la vérité sera faite, quand la lumière sera faite, on vous informera également. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Les résultats de l'autopsie devraient permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé à Olivier Fonteline. C'est un constat inquiétant que révèle une enquête du journal Le Point. Un appel sur 3 au SAMU n'aboutirait pas. Un rapport qui cache des disparités en fonction des régions. Auxerre, Alençon et Verdun sont sur le podium. Parmi les mauvais élèves, la Guadeloupe, Paris, mais aussi la Martinique avec 37% d'appels non répondus. Des chiffres contestés par les équipes locales. Loïc Régis. Plus d'un appel sur 3 ne trouve pas d'interlocuteur. Avec un taux de non-réponse de 37%, le SAMU de Martinique fait partie des mauvais élèves selon l'enquête du journal Le Point. Elle s'appuie sur les statistiques annuelles des établissements de santé. La direction du SAMU de Fort-de-France relativise cette note disgracieuse. Selon elle, les données chiffrées restent brutes et ne sont pas nuancées. Je ne sais pas très bien quelle méthodologie a été utilisée et quels sont les chiffres là, qui ont été remontés. Donc c'est un peu difficile de réagir très objectivement. Et sur les taux de non décrochés, on était plutôt, nous, pour ce qui nous concerne, aux alentours de 88% de réponses. Donc on est un peu surpris de voir le taux qui est affiché là. Cela met-il en avant un manque de moyens humains et techniques? Peut-être bien.
Il y a des essais qui ont été effectués de renforcement de la régulation à certaines périodes de la journée, notamment le matin. Et ces essais ont été assez concluants, donc on attend que ça se traduise par un renforcement des équipes de régulation, c'est-à-dire de l'écoute médicale à certaines heures de la journée. Le ratio martiniquais est médiocre quand on sait que la moyenne nationale se situe au-dessus des 80% de décrochage. Une situation surprenante selon certains, logique diront d'autres. Dans ma famille, on a déjà eu à appeler le SAMU qui ont répondu rapidement à notre demande. Quand on appelle pour venir, ils sont présents. Ça, c'est vrai. Ça, il faut l'admettre. Peut-être qu'il n'y a pas assez de monde au standard, je ne sais pas moi. Peut-être qu'il faut embaucher plus de monde. Je pense que maintenant, les gens ils feront plus attention et ils seront plus préoccupés par leur travail de répondre au téléphone pour porter secours aux gens malades. En haut du classement, on retrouve Orléans et Verdun avec 100% d'appels réceptionnés. Les pires élèves sont la Guadeloupe et Paris qui ne répondent pas, à près d'un appel sur 2. Un nouveau directeur de cabinet à la préfecture, Christophe Lantéry, succède à Perrine Serre. Cet ancien directeur de cabinet de la préfecture d'Eure-et-Loir a pris ses fonctions hier auprès de Franck Robine. Au chapitre politique, le Conseil national des comités populaires organise ce week-end un séminaire sur 2 jours. Le président de l'organisation politique Patriote est sur notre plateau. Jean Abol, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ATV. Donc, avant de revenir sur ce week-end, tout d'abord, pourriez-vous nous donner des nouvelles du parti? Certains parlaient de déchirure, d'autres de lente agonie. Que devient le CNCP aujourd'hui? Le CNCP reste le CNCP avec toutes ses forces. Le combat continue. Eh bien, on peut dire que le CNCP a pris un ballon. Et maintenant, bon, il y a le CNCP et ça va. Alors, quelle est votre position politique alors aujourd'hui, si on peut parler? Nous sommes toujours des anticolonialistes. Nous nous battons pour la décolonisation de notre pays et nous pensons qu'avec toutes les forces qui nous entourent, nous pouvons construire cette alternative pour sortir du carcan du colonialisme français. Alors concrètement, quelle est votre représentativité politique puisque vous n'avez pas d'élu au sein du parti? Oui, mais il faudrait comprendre que le CNCP n'est pas une organisation comme les autres. Nous sommes un mouvement qui s'appuie sur les différents comités populaires de Martinique. Parce que nous voulons, avec la population, avec le peuple, créer des alternatives nouvelles pour permettre que nous sortons de ce cadre-là, qui nous asphyxie, qui nous tue. Il faut sortir de ce cadre-là. Et pour cela, ça demande que nous retournions à la base, voir les gens chez eux, dans les quartiers, permettre que justement que nous, peuple martiniquais, ayons confiance en nous-mêmes et sortir de toutes les formes d'aliénation qu'on nous met en tête pour que justement nous soyons un peuple uni et avancions vers cette voie-là qui est la seule voie, il n'y a pas d'autre. Alors vous avez été longtemps l'Alliance Patriote portée par Alfred Marie-Jeanne. Qu'en est-il aujourd'hui de votre lien avec l'organisation indépendantiste? Eh bien, nous ne sommes pas avec le MIM. Et le MIM fait ses affaires, nous faisons les nôtres. Alors quel est votre regard sur ce parti? Nous ne voulons pas faire d'ingérence, ça ne nous intéresse pas. Le MIM, c'est le MIM est grand, il a ses valeurs. Bon, nous sommes le CNCP, nous faisons nos affaires à nous et nous ne voulons pas faire de polémique. Non. Nous pensons fondamentalement que le MIM, c'est le nom de MIM, mais ce n'est pas un mouvement indépendantiste. Alors, quelles sont vos prochaines échéances politiques? Où va-t-on vous voir? Comment allez-vous vous positionner dans l'échiquier politique? Sur l'échiquier politique, les temps à venir, nous allons consolider les comités populaires de région. Nous allons permettre au niveau économique créer des alternatives nouvelles hors cadre du système ou dans le système, pour permettre justement que cette éclosion, de cette unité, et permettre qu'au niveau économique, que nous ayons ce poids pour permettre que notre population puisse sortir ce qu'on appelle en économie, une économie autocentrée pour permettre justement un véritable développement pour ce pays. Alors justement, vous donnez rendez-vous ce week-end, rendez-vous de 2 jours, un séminaire. Quel est l'objectif de ces 2 rendez-vous? Ce séminaire, sur 2 jours, ça se fera à la commune des Trois-Îlets, à l'école Saint-Charles. Le titre, c'est « Savoir pour agir ». Pourquoi ce titre-là? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faudrait que nous, Martiniquais, nous sortions du cadre, comme je vous disais, permettre
la connaissance puisse se développer à la base. Parce que si un peuple n'est pas informé, n'a pas de connaissance, il ne peut pas se permettre d'aller nulle part. Et pour nous, c'est essentiel de développer la communication à la base. Alors justement, quand on va s'organiser, comment vous s'organisez par 2 jours. ces 2 jours? Il y a 4 thèmes essentiels. Il faut vous rappeler que ce séminaire se fait avec l'association Jikambout, avec Radio RFA et l'association M4. Et nous aurons aussi des participants de pays étrangers, des amis d'Haïti, de France aussi, et peut-être que d'autres amis de la Caraïbe qui viendront à ce séminaire pour permettre que des échanges fructueux, ce partage de connaissances. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il faut que la connaissance, eh bien que ça se partage, il ne faudrait pas que ce soit un individu ou 2 individus qui possèdent tout le savoir et puis le peuple. Non, il faut permettre que tout le monde ait ce savoir-là. Ce savoir, ça se fera sur 2 jours. Pour finir, rappelez-nous les heures, en tout cas. Alors, ça va commencer le vendredi à partir de 9h. Le rendez-vous, c'est à 8h. Ça va, et on pourra, il y a différents thèmes. Et on pourra justement, le samedi, ça va se terminer le samedi à midi. Alors, 2 jours. Alors, on peut venir, c'est ouvert à tout le monde. Parce que c'est là notre but, c'est de permettre que, quelle que soit la personne, puisse venir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Une journée de visite unique au cœur de la majestueuse cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Classé monument historique, l'édifice construit par Pierre-Henri Picq en 1895 a reçu en toute intimité des curieux ou des amateurs de beaux bâtiments. Pendant 1 heure environ, chaque visite s'accompagne d'une explication approfondie de l'histoire de la cathédrale. Moment de découverte de Loïc Régis. Quand l'esprit, c'est un grand mystère, il quand chanter dans oreilles nous, plonger descendre en fond chez nous, pour nous bénir la force, mon Dieu, pour la sortie. J'aime cet endroit, c'est serein, c'est calme, il fait frais. Et puis ça me touche, c'est toujours des couleurs qui sont faites avec des pigments. Donc ça parle à l'inconscient collectif, c'est des choses que l'humanité utilise depuis la préhistoire, qui vont de génération en génération, donc j'aime. Voilà, c'est pour le plaisir. Je connaissais les incendies effectivement de Fort-de-France, mais je ne savais pas dans quelle mesure la cathédrale avait été touchée par ces phénomènes. Et je trouve que malgré tout, elle tient bien le coup. Hein. Il y a des questions qui reviennent souvent en disant mais c'est un bâtiment de quelle architecture, de quelle structure, les vitraux sont magnifiques, qui a fait les vitraux, est-ce qu'ils ont été réalisés ici ou pas, l'orgue, pourquoi l'orgue est dans le cœur de l'église, voilà, donc de la cathédrale, pardon. Donc ce sont des questions qui reviennent souvent. À la demande du Père Moncontour, nous avons souhaité marquer d'une empreinte touristique la fête Saint-Louis et donc proposer aux visiteurs, aux Martiniquais, une visite guidée de la cathédrale Saint-Louis. Plongeons maintenant aux côtés des filles du Longvilliers Club. Jusqu'au 29 août, elles participent à un stage de natation artistique. L'occasion de découvrir ou d'approfondir une autre facette de la discipline et de préparer les prochaines compétitions. L'entraîneur du Longvilliers a répondu à José Lechartier. Suite à la première venue de Cécilia en Martinique en octobre dernier, nous avons voulu réitérer l'expérience que les filles avaient beaucoup appréciée. On avait vu aussi une nette progression et puis ça nous avait permis, nous, en tant qu'entraîneurs, de nous former
Là, cette fois-ci, on donne 2 objectifs à cet entraînement. Le premier, de redémarrer la saison, parce que les filles là, sortent de 2 mois de vacances, donc ça leur permet de se remettre un peu le pied à l'étrier. Et le deuxième objectif, c'est de monter une chorégraphie, un ballet acrobatique. Cette année, il faut toujours qu'on travaille tout ce qui est technique, hein, le renforcement des appuis, des bases des filles. Ça, c'est un travail qui se fait en continu sur toute leur carrière, de toute façon. Mais c'est ce qui pêche à nous, à notre échelle, dans la Caraïbe. Après les échéances, on espère pouvoir participer au CARIFTA. On espère que la Ligue enverra une délégation de natation artistique au CARIFTA, qui seront, si je ne m'abuse, à Barbade cette année. Et nous, en tant que Longvilliers, on espère pouvoir avoir les moyens de repartir au National 3 cette année. Toujours dans l'actualité sportive, Club franciscain Golden Lion, c'est l'affiche de la finale du trophée Yvon Ludbert. Hier soir, au stade Georges Gratien, les demi-finales ont opposé le Golden Lion à l'US Robert, champion régional 2, et le Club franciscain à l'AS Morne-des-Esses, champion de région 3. La première rencontre s'est soldée par un score sans appel de 7-0 en faveur des Joséphins. L'autre demi-finale a confronté le Club franciscain à l'AS Morne-des-Esses. Là aussi, aucune surprise. Les hommes de Dominique Jean se sont imposés avec 6-1. Demain soir, toujours au Lamentin, au stade Georges Gratien, le club franciscain tentera de conserver son titre. 40 ans après leur tube, ils sont nombreux et font danser aujourd'hui encore toute la génération. Si je vous dis La Philo, La Casa Lucie ou encore Jouvet, pour ne citer que ces titres emblématiques, vous me répondez Malavoie, évidemment. Malavoie, c'est aussi une pépinière de talents. Beaucoup de musiciens y ont fait leurs armes. Certaines voix ont marqué l'histoire musicale du groupe. Ce soir, 2 des visages les plus connus sont à mes côtés pour nous parler de leur grande scène de ce samedi 25 août au domaine de l'Oasis aux 3 îlets. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Dois-je vraiment encore vous présenter? C'est bien nécessaire, oui quand même. Alors 46 ans, oui, 46 ans de Malavoie et j'ai envie de dire pas un cheveu blanc. Vous exagérez. Ou presque, oui, ou presque. Ça s'illumine, ça s'illumine. Voilà, un peu plus de lumière. Voilà. Quel est votre secret de longévité? La musique, ça maintient en bonne santé, il semblerait. En tout cas, santé mentale d'une part. Voilà, me fait bon. Je crois que la musique, il est simple, c'est la passion. C'est la passion, absolument. C'est la passion que vous partagez avec votre public. D'ailleurs, vous faites beaucoup de scènes. On vous voit souvent, aussi bien ici ou ailleurs. Comment vous faites encore pour susciter l'envie et l'intérêt de votre public? Comment vous faites encore pour vous renouveler? Cette recherche dans laquelle nous sommes en permanence. Donc ça, c'est s'adapter à la situation du pays, la situation du monde, la situation... je crois que c'est la meilleure solution pour pouvoir pérenniser cette belle musique que nous avons, en fait. Je crois que c'est ça. Alors, je vous propose de regarder un petit extrait. C'était à l'Atrium. Sûrement, vous vous en souvenez, les téléspectateurs aussi. Quand on regarde ces images et quand je vous regarde, en plus de la passion, j'ai envie de dire qu'au fil des années, il y a une vraie complicité qui s'est créée. C'est important aussi de cette longévité du groupe Malavoie? Oui, absolument. C'est un groupe d'amis, de camarades. En fait, à l'époque, je disais qu'on était en université. Maintenant, on est plutôt dans une
Pour ne pas dire une maison de retraite. Quand même, on n'ira pas jusque-là quand même. Quand on se penche sur vos albums, on constate un vrai mélange de styles. Ça, c'est vraiment, on va dire, votre étiquette, c'est votre marque. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que vous arriveriez à me dire quel est votre style musical? Moi, j'ai plaisir à dire et penser que nous sommes... la Martinique, c'est un vivier avec des gens d'une certaine porosité. Donc on est ouvert à tout ce qui se passe autour de nous, dans toute la Caraïbe. Donc on est absolument influencé par tout ce qu'il y a autour. À commencer par ce qu'on a du terroir, la musique du terroir, qui est aussi large que ça, quoi. Alors, une musique du terroir aussi que vous partagez, parce que certes, on connaît les visages de Malavoie, mais de plus en plus, on voit aussi quelques jeunes venir rejoindre les rangs. C'est important aussi pour vous? Mais oui, puisqu'on est tous à l'étude. On est tous à l'étude. Je crois que ce qu'a laissé nos ancêtres, et ce qu'a laissé ceux qui sont partis, et qui font partie de nous jusqu'à maintenant, il faut qu'on continue à étudier cela et à l'adapter à ces nouvelles versions des choses que nous avons tout autour, parce que la Caraïbe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes avant tout des Caribéens. Alors justement, parlant de cette fraîcheur, j'ai envie comme ça de vous demander l'Oasis samedi. Est-ce que ce choix pour souffler votre bougie est volontaire aussi pour ouvrir un peu votre champ musical à un nouveau public? Non, pas exactement. En fait, il faut bien remarquer ce qui s'est passé pendant ces vacances-ci. Voilà. On n'a pas eu vraiment beaucoup de musique martiniquaise dans les lieux de danse. Voilà. Donc c'est important pour vous de... Oui, dans l'idée de Malavoie, en tout cas, il faut au moins pour une date dans les vacances, toutes les vacances, chaque fois, tant que le groupe existe, il faut qu'on puisse permettre aux gens que ça intéresse, et en tout cas la musique martiniquaise, de s'exprimer, et que les gens viennent danser sur la musique de leur pays. Ce n'est pas, comme je dirais, moi, un concert. C'est un rassemblement de copains qui ont envie vraiment de danser la biguine, la mazurka, et puis quelque peu... Ne pas être simple spectateur, mais participer aussi. C'est ça. Mais là, le but de cette histoire, c'est ça. Alors justement, qu'est-ce que vous réservez ces danseurs qui viendront vous écouter? Est-ce que vous serez en formation complète? Oui. Parce qu'il y aura des surprises particulières? 4 violons, violoncelle, percussion, batterie, basse, chant. Donc j'ai envie de dire de la grande musique, choriste. Du grand Malavoie. De la musique martiniquaise et caribéenne. Oui. Très bien. Un bon cru, un show à la martiniquaise, quoi. Alors, comme on le fait chez nous. Voilà, rappelez-nous pour finir donc le rendez-vous, l'heure et voilà, qu'est-ce qui attend? C'est samedi 25 à partir de 21h. Voilà. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à ce que ces messieurs s'épuisent? Jusqu'à plus soif. Jusqu'à plus soif. Voilà, quelque chose de sympa. Merci beaucoup. Il faut venir assez tôt, parce que je sais que la circulation est plutôt particulière sur cet axe routier. Donc voilà. Et le covoiturage. Le début du show est prévu à 22h, donc soyez à l'heure. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour nous, merci. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de retourner avec Hubert Bornil dans cette entreprise de blanchisserie qui embauche depuis 2002 une quarantaine de personnes en situation d'handicap. C'est le meilleur du JT des communes, c'est au Lamentin. Regardez. Les personnes souffrant de handicap peuvent tout naturellement avoir une activité professionnelle comme madame, monsieur, tout le monde. Ça se passe ici depuis quelques années et ma foi, ça se passe très bien, quoi. Depuis 2002, cette structure se consacre à l'embauche de personnes en situation de handicap. Devenue entreprise adaptée par la suite, le personnel travaille sous le régime des 37 heures. Nous avons une quarantaine de salariés qui doivent avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés et une orientation en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée. Cette reconnaissance, cette orientation est donnée par la MNPH. La blanchisserie reçoit des linges en provenance d'hôpitaux et de maisons de retraite. L'activité est assez soutenue, mais pour ces salariés, le simple fait d'intégrer le monde du travail est très important.
Ça fait 9 ans. 9 ans? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Ton travail, c'est quoi ici? C'est du repassage. Et puis, quand il n'y a rien de faire, un peu de pliage. C'est bien de travailler, tu es contente de travailler? Ah si, c'est génial. C'est la maison, c'est pas agréable. Hein? Je fais le repassage, on envoie les draps, les nappes, les têtes d'oreiller. Et puis... C'est difficile comme travail? C'est dur, mais on est obligé de travailler. Pourtant, les choses ne sont pas simples pour cette entreprise, souvent confrontée à la réticence de certains clients. Il faut dire que notre société garde encore une certaine image des personnes handicapées. Juste dire et informer les gens sur le fait que les personnes en situation de handicap sont capables de fournir des prestations, notamment celles que nous fournissons, espaces verts, blanchisserie, comme toute une autre entreprise professionnelle avec de la qualité et de la maîtrise. L'intégration des personnes en situation de handicap, un vrai sujet de société. Heureusement, les mentalités évoluent doucement, mais sûrement. Voilà, mais en tout cas, on l'a bien compris, on peut faire appel à ces personnels, d'autant plus que l'État propose des exonérations de charges pour l'emploi de ces personnes en situation de handicap. Information pratique maintenant avant de refermer cette édition. Je vous rappelle que ce soir, en raison des travaux de balayage mécanisé sur la route départementale numéro 41, la Rocade de Fort-de-France, la circulation sera interrompue à partir de 21h jusqu'à 5h du matin entre le carrefour du Vietnam héroïque et le carrefour Pointe de Jaham dans le sens Lamentin-Schellcher. Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation mise en place et de faire preuve de prudence. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang maintenant, un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée à la zone Petite Concote à Ducos. Une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, au CHU Pierre Zobda Kittmann, au quartier Laménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans votre édition. Olivier Fontely n'a pas survécu à ses blessures. Le quadragénaire avait été retrouvé, ligoté et bâillonné dimanche à son domicile au Gros-Morne, quartier Glotin. Famille et riverains sont sous le choc. Le SAMU de Martinique, parmi les derniers du classement publié hier par l'hebdomadaire Le Point, selon leurs chiffres, une fois sur 3, quand on appelle le 15 chez nous, ça ne décroche pas. La cathédrale Saint-Louis fête son saint patron. Pour l'occasion, la bâtisse classée monument historique a livré ses secrets aux visiteurs lors de cette unique journée porte ouverte. Enfin, sans grande surprise en football, le club franciscain et le Godel Lion sont les finalistes du trophée Yvon Ludbert. Le rendez-vous, c'est demain soir 20h au stade Georges Gracian au Lamentin pour connaître le nom du vainqueur de cette 21e édition. Restez avec nous tout de suite après votre journal. Retrouvez nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. À 20h sur ATV, 2 épisodes de votre série Grey's Anatomy. Passez une bonne soirée avec nos programmes. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès demain, 18h50, avec les titres. Bonne soirée.